Troisième problème, troisième alternative, la distinction entre question et problématique. Je crois qu'il faut rappeler un principe. Alors, je pense que c'est un sujet sur lequel vous avez déjà beaucoup réfléchi et j'espère que vous êtes à l'aise sur cette question, mais enfin, il n'est jamais inutile de le rappeler. Quand on répète les choses plusieurs fois, c'est justement qu'elles sont importantes et c'est toujours utile de dire des choses de plusieurs façons. Alors moi, je vais vous les dire à ma façon. Une question n'est pas une problématique, ou une problématique n'est pas une simple question. Toutes les questions ne sont pas des problématiques. Et le problème, c'est qu'on utilise beaucoup le mot problématique sans se rendre compte qu'il a un sens très particulier. Et là où je trouve que ça devient réellement problématique, c'est que, le terme ici peut-être pas bien choisi, on ne va pas dire que ça devient problématique, on va dire que ça devient véritablement gênant, c'est que on l'utilise beaucoup dans les instructions officielles, dans les textes réglementaires de l'éducation nationale. Alors, par exemple, les épreuves du bac d'histoire-géographie, non pas les épreuves de la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, mais les épreuves de l'histoire-géographie du tronc commun. Vous savez que ça se passe en plusieurs fois, en plusieurs sessions, en première et en terminale, et que les élèves accumulent comme ça des points qui passent pour être des points de contrôle continu. On appelle ça les E3C. Les E3C, ce sont les épreuves communes de contrôle continu. Et ces E3C consistent en une épreuve de 2 heures, et sur 2 heures, ils devront d'abord répondre à une question problématisée, et ensuite étudier un document ou un ensemble de 2 documents. En 1 heure, répondre à une question problématisée, en fait, c'est un peu faire une mini-dissertation, une mini-composition. Bon, moi je n'aime pas trop gloser sur la différence entre dissertation et composition, mais je pense que la logique est toujours la même. Il s'agit d'entrer dans une démarche démonstrative pour répondre à une problématique. Alors là, la question, elle est déjà problématisée, ça les dispense de faire une introduction qui devrait justement problématiser. On leur a déjà problématisé les choses pour être sûr qu'ils partiront dans la logique qui est celle voulue par le concepteur du sujet. Sauf que, quand on regarde les sujets qui sont proposés, parce que les sujets qu'on leur fait faire sont des sujets de contrôle continu, mais des sujets qu'on choisit dans une banque nationale de sujets, la BNS, une banque nationale de sujets que vous pouvez d'ailleurs consulter vous-même, elle est accessible. Cette banque nationale de sujets, elle contient donc une très grande quantité de sujets, et pour chaque sujet, vous avez une question problématisée en rapport avec le programme de première, le programme de tronc commun de première, d'histoire et de géographie. Or, la grande majorité de ces questions, ce ne sont pas des problématiques. Ce sont des questions qui induisent une réponse descriptive. Alors, qu'est-ce que j'appelle des questions qui induisent une réponse descriptive ? C'est très souvent les questions qui commencent par comment s'est passé ceci ? Comment s'est passée la Révolution ? Comment est-on passé d'un régime de monarchie absolue à un régime de monarchie constitutionnelle ? Bon, qu'est-ce qu'on va faire là ? Eh bien, on va faire une narration. Une narration, c'est une forme de description, après tout. Comment s'organise l'espace économique mondial ? Eh bien, là, on va faire une description. Il est dominé par les 3 pôles de la triade, mais les pays émergents. Bon. Donc, ça, ce ne sont pas de véritables problématiques, ce sont des questions qui ne sont même pas réellement problématisées, ce sont des questions qui induisent une réponse descriptive, et on trouve la même chose dans beaucoup de manuels scolaires. La tendance depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est de mettre en haut de chaque page une question. Une question pour rendre plus vivant l'apprentissage, pour que l'élève comprenne que s'il lit le manuel, c'est pas seulement pour le plaisir de lire et d'absorber ce qui est dedans, mais c'est pour répondre à une question. Donc on est dans une logique apparemment de problématisation. Sauf que très souvent, ces questions ne sont pas des problématiques. Ce sont de simples questions
qui induisent une réponse descriptive. En fait, une problématique, c'est une question fondée sur un paradoxe. Un paradoxe, quelque chose qui n'est pas logique, une contradiction, quelque chose qui ne va pas, qui gêne, qui surprend, qui étonne. Et la problématique consistera à demander pourquoi pourquoi fait-on ce constat alors qu'on avait fait un autre constat qui induisait le contraire. Alors, on pourrait donner de multiples exemples. Au lieu de demander pourquoi est-on passé de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle, non, pardon, pas pourquoi, justement, pardon. Au lieu de demander comment est-on passé de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle, on pourrait plutôt demander pourquoi la monarchie absolue française s'est-elle effondrée alors que ça passait pour ce régime était un exemple de stabilité depuis très longtemps et était admiré par toute l'Europe. Bon, voilà, je donne un constat et un autre constat qui met en évidence une contradiction. De même, une autre problématique, ça serait pourquoi les Romains ont-ils persécuté les chrétiens alors que les Romains avaient l'habitude d'intégrer les dieux des autres religions à leur propre religion. Voilà, là on a une problématique qui confronte deux constats contradictoires. C'est pour ça que moi j'essaie toujours de me forcer, quand je fais une problématique, d'utiliser, enfin de la formuler avec les mots pourquoi et alors que. Comme ça, quand on utilise pourquoi et alors que, il y a forcément une contradiction, il y a forcément un paradoxe. Après, il peut y avoir d'excellentes problématiques qui commencent par comment ou par en quoi. Sauf que il est fréquent, très fréquent, que quand on commence une problématique par comment ou par en quoi, eh bien on tombe dans une question descriptive qui n'est pas une véritable problématique. Dans l'enseignement, c'est important justement de réussir à proposer des problématiques. Non pas forcément parce que les élèves seraient motivés par des questionnements intellectuels très élaborés, mais même si c'est le cas, hein, mais d'abord parce que on est face à un public qui ne se pose pas les questions que nous nous posons. Les questions que nous nous posons sur l'histoire ou la géographie ne sont pas des questions qui les préoccupent. Donc si on leur demande comment on est passé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, ou bien si on leur demande comment les Romains se sont-ils comportés face aux chrétiens, je ne suis pas certain que beaucoup vont avoir envie de vous écouter. Oui, comment les Romains se sont-ils comportés face aux chrétiens? Oui, face aux chrétiens, face aux Juifs, face aux Grecs, face aux Égyptiens. Bon, et alors? Voilà, là c'est eux qui vont demander « et alors ?» Parce que il n'y a pas de raison particulière de se poser cette question-là. On se la pose tout simplement parce que le professeur la pose et parce qu'elle est au programme. Et ça, c'est assez terrible quand on demande aux élèves tiens, pourquoi est-ce qu'on étudie ça? C'est une question que j'aime beaucoup poser aux élèves. La semaine dernière, on étudiait ça. Pourquoi? Alors, quand ils me répondent parce que c'est au programme, en général, vous pouvez vous dire que vous êtes perdu là. On a étudié ça parce que ça nous permettait de comprendre un vrai problème. Donc, si on étudie la façon dont les Romains se sont comportés face aux chrétiens, c'est parce qu'on veut comprendre un problème, et ce problème, c'est le fait que les Romains ont persécuté les chrétiens, alors que, d'habitude, face à une religion qui n'était pas la leur, les Romains étaient plutôt tolérants, enfin du moins, le terme est peut-être anachronique, mais les Romains étaient capables de faire preuve d'ouverture vis-à-vis de ces religions. Donc, la problématique, c'est essentiel justement pour susciter l'attention. Si vous demandez à quelqu'un comment se sont passées tes vacances, bon, a priori, à moins que ce soit un ami intime à vous et que vous ayez absolument envie d'entendre parler de ses vacances, mais dans ces cas-là, c'est vraiment un intérêt purement personnel et individuel et subjectif,
il n'y a pas forcément de raison de l'écouter. En revanche, si vous lui demandez « mais pourquoi n'as-tu pas le moral alors que tu viens d'avoir un mois de vacances ?», là on est sur une problématique. Et là, je crois que c'est une question qui interpelle tout le monde. Une problématique, c'est une énigme intellectuelle, et c'est quelque chose qui doit interpeller tout le monde. C'est un paradoxe, et l'esprit humain est ainsi fait que face à un paradoxe, il s'interroge, il est interpellé. Donc, même par rapport aux vacances de votre ami, on peut avoir une certaine curiosité à se demander, tiens oui, il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. En pédagogie, on peut appeler ça une situation problème. Une situation problème, c'est une situation qui met en évidence un paradoxe et qui implique de se lancer dans une enquête, dans une investigation, dans une recherche de solutions. Et ce travail, c'est précisément le travail qu'on fait pour répondre à une problématique. Donc une situation-problème, c'est une sorte de problématique en fait. Bon, exemple de situation-problème, la photo d'un soldat français pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'uniforme allemand. Là, effectivement, il y a une situation-problème, parce que par rapport à ce qu'on croyait savoir, les Français étaient les ennemis des Allemands, donc comment cela se fait-il? Bon, et donc on pose un problème. Moi j'appelle ça aussi, en langage plus scientifique, on va appeler ça une problématique. Voilà.